Parlez-moi du projet de votre livre. Alors mon projet, c'est d'aborder Vichy sous un tas d'aspects différents, en essayant de couvrir les années 40 à 44 par une succession de petits flashs, parfois des sujets qui sont graves ou dramatiques, parfois des sujets qui sont plus anecdotiques ou même plus amusants. Effectivement, donc tour à tour, il peut être question d'attentats, d'exécutions, de déportation, et puis parfois il peut être question de la vie quotidienne à Vichy, ou bien de la façon dont Pétain travaille, de la manière dont sont écrits ses discours, de sa rencontre avec le maréchal Göring en 1941. Pourquoi avoir donné le titre de Secret, les secrets de Vichy? Ça s'inscrit dans une collection où chacun essaye, voilà, sur un sujet très connu, de mettre le phare sur des points qui sont pas forcément très connus ou juste un peu à la cantonade. On sait qu'il y a eu ça, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de secrets non résolus avec Vichy? Écoutez, en tout cas, beaucoup de questions qu'on pourra encore aborder grâce à l'ouverture des archives, qui ne fait que croître et embellir depuis les lois récentes. Donc je suis très confiante effectivement à cet égard. Donc il y aura un deuxième volume de secrets. On va commencer par le premier chapitre de votre livre qui s'appelle Vichy, une capitale improbable. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation de l'État français, de la République en juin 40 et comment se passe l'installation à Vichy, pourquoi cette ville et les conditions de l'installation? Oui, vous savez sans doute que la pente naturelle de l'exode a amené le gouvernement français à Bordeaux en juin 1940, mais après l'entrée en vigueur de l'armistice, Bordeaux se trouve en zone occupée. Le gouvernement français ne peut pas rester dans cette ville et doit choisir dans la petite zone libre, qui ne représente qu'un tiers sud-est de la France, une ville où s'installer. Et pour des raisons à la fois de commodité et je dirais par prudence, parce que Vichy a la réputation d'une ville calme et sûre, c'est là que le gouvernement s'installe le 1er juillet 1940, sachant que tout le monde est persuadé que la défaite anglaise aidant, d'ici quelques semaines ou quelques mois, tout le monde sera de retour à Paris. Donc c'est vraiment une capitale provisoire par définition, d'où son inadéquation fondamentale avec l'exercice gouvernemental. Et en quoi cette ville charmante et ensoleillée à l'époque est totalement inadaptée à l'exercice de l'État? Bien, on pense qu'elle est adaptée parce qu'elle a de très grandes ressources hôtelières. Elle peut accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes et on pense qu'avec sa grande poste, sa gare, voilà, ça sera très pratique. Or, si vous réfléchissez bien, si vous essayez d'organiser des bureaux, une vie administrative, une vie gouvernementale dans des chambres d'hôtel dont vous n'avez pas modifié le mobilier et l'installation, ou par parenthèse, il n'y a pas de chauffage. Si vous essayez en plus de faire cohabiter ça avec les curistes et les touristes qui sont toujours sur place, eh bien c'est une vie d'hôtel qui se poursuit au milieu effectivement des réformes constitutionnelles, de l'édiction des lois, de l'activité administrative. Et c'est à la fois mal pratique, mais c'est aussi en matière de sécurité complètement ridicule. Et l'espionnage allemand en particulier, va sévir dans les couloirs d'hôtels, dans le fameux hôtel du Parc, puisque la sécurité sera mise en place très tardivement, et tout le monde écoute tout le monde entend d'ailleurs au travers des cloisons des chambres les conversations téléphoniques. René Bousquet, que vous connaissez sans doute, qui était le secrétaire général à la police,
sait qu'il y avait un micro placé dans sa chambre et faisait marcher des disques quand il avait des conversations confidentielles à avoir. Comment se passe l'installation du maréchal Pétain dans cette ville? Parce qu'il est quand même chef du gouvernement, chef de l'État, et il va se retrouver plongé dans cette ville hôtelière. Comment lui s'installe? Comment s'installe la maréchale, puisqu'il est marié et il a une femme avec lui? Alors lui s'installe dans le plus prestigieux des hôtels, l'hôtel du Parc. Il bénéficie d'une sorte de suite au 2e étage, desservie par un ascenseur à l'angle. Alors c'est une belle suite, je dirais, pour un particulier, mais évidemment pour un chef d'État, c'est assez étrange. Et il fait cohabiter ses habitudes militaires avec cette installation. Donc il a sa cantine militaire qu'il a toujours eu comme officier, prêt à partir à tout moment, qui est glissée sous son lit. Il a son bureau parfaitement dégagé parce qu'en fait il n'est pas un bourreau de travail. Et puis il prend ses repas dans la salle à manger de l'hôtel, qui pendant longtemps ne sera séparée du tout venant que par un paravent. Et la maréchale fait hôtel à part, comme il faisait appartement à part depuis le début de leur mariage. Elle vit à l'hôtel Majestic, qui est de l'autre côté de la rue. Et, comment dirais-je, ils se voient aux heures des repas. Voilà, essentiellement. C'est un couple qui vit en parallèle plutôt que de manière fusionnelle. Et d'ailleurs, elle tient un rôle très modeste à Vichy, un petit peu de layette ou d'œuvre pour les prisonniers de guerre, et ça s'arrête là, effectivement. D'ailleurs, elle n'est pas toujours à Vichy. Elle est parfois sur la Côte d'Azur ou à Paris, voilà. Elle continue à vivre comme elle vivait auparavant. Concernant la vie du maréchal Pétain, à lire ce chapitre qui est quand même assez drôle, on a l'impression qu'il vit entre deux eaux, j'allais dire, la vie du chef d'État et la vie du curiste, avec beaucoup de promenades, avec des siestes, avec quasiment des grasses matinées. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée du maréchal Pétain? En fait, il a 84 ans. Hein. Il est dans une forme physique absolument stupéfiante, mais il a 84 ans. C'est en plus quelqu'un qui n'a pas d'expérience d'homme de gouvernement, même s'il a eu par le passé d'importantes fonctions militaires. Et donc, il a son âge et ses habitudes de travail qui modèlent effectivement sa journée. Donc, il ne se lève que vers 8 heures, il prend son petit déjeuner, après il prend un peu connaissance de l'actualité, il fait les signatures que font tous les ministres ou chefs de gouvernement, et puis il reçoit quelques personnes, et effectivement, en fin de matinée, il part se promener. Il aime bien ça, il aime marcher, et en plus c'est un moment où on met en valeur justement sa vigueur et son énergie dans les reportages ou dans la presse. Il déjeune entouré de nombreuses personnes. Bon, il est connu pour avoir un solide appétit. Il mange de la viande à tous les repas, il boit du vin, et puis il mange beaucoup, ce qui est assez remarquable en période d'intense pénurie, à tel point qu'il se dit qu'on détruit les menus de ses repas au fur et à mesure pour que le public ne soit pas mis au courant. Et c'est vrai que les quelques menus qui restent nous présentent un déroulé de plats assez riche et assez nombreux. Assez logiquement, il fait une petite sieste, ensuite éventuellement une promenade en voiture, autre chose assez exorbitante alors qu'il n'y a plus beaucoup de carburant en France, et il se remet au travail en deuxième partie d'après-midi. À nouveau, il reçoit quelques personnes, et il fait des signatures, il s'arrête assez tôt, vers 19 heures. Là, il reçoit ses proches, il se distrait, et au dîner, à nouveau avec des invités, mais un peu moins nombreux. Et puis, il se couche relativement tard, éventuellement après avoir assisté à une séance de cinéma ou à
un spectacle, et c'est un très gros et bon dormeur, à tel point que même pendant les événements les plus tragiques ou les péripéties les plus remarquables de la guerre, on ne le réveille pas la nuit pour le mettre au courant. On attend en général 7 heures du matin pour le faire lever. Et puis il reçoit plusieurs fois par semaine un certain nombre de soins, je dirais de confort, plus que de soins médicaux, des massages, des bains d'air chaud, des choses comme ça. Et quand même, 1 ou 2 fois par semaine, il y a conseil des ministres ou conseil de cabinet. Et on se rend compte d'après les procès-verbaux qu'il intervient somme toute assez peu. Et ces séances ne sont pas très longues, elles doivent faire à peu près 1 heure. Ce ne sont pas d'intenses et longues séances de travail. En fait, il y a une vraie différence entre ce que la propagande de Vichy dit et montre du maréchal Pétain et la réalité. Oui, la différence, elle est énorme, c'est-à-dire vous prenez le contre-pied de ce que je vous ai dit et vous avez à peu près la version de la propagande selon laquelle le maréchal se contente de 5 heures par nuit, travaille intensément, rencontre une foule de personnes, a une vie très modeste, ascétique, voit tout, sait tout, entend tout, comprend tout, ne prend jamais de vacances, ne s'arrête évidemment pas le week-end. On le modèle en plus à l'image de ce que sont les dictateurs de cette époque qui sont censés être omniscients et ne jamais s'arrêter de travailler. J'ai une petite question dans votre chapitre. Vous dites que la fortune du maréchal Pétain a été multipliée par 19, je crois. C'est revenu. C'est revenu. Comment est-ce possible? Oui, parce que en tant que maréchal de France, il percevait un traitement et une retraite de l'État français qui était bien, mais ce n'était pas du tout des revenus remarquables. Pour vous dire, il avait un peu de mal à entretenir sa propriété sur la Côte d'Azur avec ses revenus à cette époque-là. Et là, il reçoit un traitement beaucoup plus important et une liste civile, vous savez, comme un souverain. Et donc, il dispose d'énormément d'argent, mais au fond, c'est vrai qu'il n'aura pas vraiment l'occasion de l'utiliser, puisque sa vie quotidienne, eh bien, ma foi, elle est payée par l'État. Voilà, et donc cet argent qui lui arrive si tard dans sa vie, alors qu'il a toujours eu une petite angoisse du lendemain, il n'en fera pas grand-chose. Pour finir sur Vichy, est-ce que vous pouvez nous parler de cette ville, de Vichy, du gouvernement, à partir de 1942, quand les Allemands vont envahir la zone libre et finalement il n'y a plus de zone libre? Voilà, et les Allemands sont à Vichy même. Et quand je dis les Allemands, c'est toutes les catégories des services allemands sont là. C'est-à-dire il y a un représentant de l'armée à demeure, il y a un consul allemand qui sert en fait de garde-chiourme qui surveille le maréchal Pétain de façon continue. Les SS sont installés à Vichy, entre les ministères, et travaillent en étroite coordination avec la milice, interviennent dans les ministères, saisissent du matériel, des documents, arrêtent des fonctionnaires, arrêtent des personnes des cabinets ministériels sans prévenir, s'installent dans les couloirs pour surveiller, y compris à l'hôtel du parc. Et peu à peu, d'ailleurs, Vichy se vide de ses principaux ministres. Laval est le plus souvent à Paris, les ministres sont le plus souvent à Paris, et Pétain reste avec une équipe très très réduite dans un processus qui tourne un peu à vide. On s'en rend compte à la lecture des agendas ou des feuilles de visite, ou, voilà, des personnes qu'il reçoit.
pour conclure, c'est un peu le malheur de Vichy d'avoir été la capitale de la France. Oui, je crois que Vichy ne s'est pas tellement remis du fait qu'on parle de régime de Vichy, gouvernement de Vichy, et a une relation ambiguë avec cette histoire, ce qui est assez compréhensible effectivement. C'est tombé sur Vichy par hasard, hein, ça devait être Clermont-Ferrand, mais Clermont-Ferrand, il n'y avait pas assez d'hôtels et pas assez d'installations. Ça aurait pu être Versailles, puisque c'était ça le projet de retour en zone occupée à la toute fin de l'année 1940. Donc Vichy n'a pas eu de chance.